Étonnant, c'est qu'entre ce que je pouvais voir à la fin de l'année 2022 et ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain, c'est que c'est passé de quelques opérations qui sont conduites par des commandos à droite à gauche à une normalité. C'est-à-dire que là, la robotique terrestre, c'est autant de l'évacuation médicale qui est quasiment partout sur le front, parce qu'encore une fois, les 3-5 km entre la ligne 0 et les arrières sont impraticables, même pour des véhicules légers, des quads très très compliqués. Et puis on a aussi un exemple concret, je tournais une vidéo sur les hélicoptères Mi-8, pendant que je tournais ma vidéo, en même temps ils étaient en train de tester comment faire débarquer un drone terrestre avec un canon de 12,7 à l'arrière, c'est-à-dire on fait sortir les commandos à l'avant et on fait sortir le canon à l'arrière. Donc il y a une complémentarité qui est vraiment opérationnelle, c'est un petit peu des GTIA pour les drones terrestres, et en même temps, on sait que maintenant, ils ont des haut-parleurs pour demander aux gens de se rendre, pour suivre des drones terrestres, et on voit des vraies opérations coordonnées entre 4-5 types de drones au sol pour conduire des opérations et prendre des assauts dans des tranchées. La grosse difficulté en zone notamment urbaine, en zone rurale, dans les champs, ça passe assez bien, mais en zone urbaine, c'est la communication. Et le dernière étape sur laquelle ils sont vraiment contents maintenant, c'est les réseaux de mèches. Et là, c'est une complémentarité des drones aériens qui vont se poser sur le coin d'un immeuble avec l'antenne qui dépasse. Et ça permet de pouvoir continuer à communiquer, même quand il y a des virages. C'était ça la grosse limite pour l'instant. Bah, malheureusement, on voit un certain décalage entre les promesses avec des objets futuristes qui intègrent des capteurs dans tous les sens et qui seront disponibles au mieux dans 3-4 ans, c'est-à-dire après la guerre dont on craint la réalité en 2027. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai décalage aussi entre les objectifs de ce qu'on peut espérer à cette échéance lointaine et ce qui est déjà opérationnel tout de suite. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont en train de prendre tellement d'avance dans tous les domaines, dans la reconnaissance automatique de forme, dans la prise de décision, dans le fait, alors ils tirent pas encore tout seuls, mais ils sont déjà capables d'aligner, et ensuite il n'y a plus qu'à valider le fait qu'on tire en prenant en compte la distance avec les télémètres. Tout ça, no time for bullshit, c'est une réalité opérationnelle. Et j'ai l'impression qu'en France, ou en Europe d'une manière générale, on se projette dans des trucs un petit peu futuristes et qui sont assez éloignés de ce qu'on observe sur le terrain et qui sont déjà opérationnels. Donc notre retard est plutôt en train de s'accroître. Parfois, on a aussi l'impression que on est trop dans la sophistication et trop dans des systèmes qui vont être un petit peu trop précieux et donc pas assez résilients, pas assez capables de travailler dans la boue, de résister dans le sable, de se prendre une mine et de continuer à travailler ou à émettre. Et puis aussi des systèmes qui soient plus modulaires. Là-bas, ils partent d'un châssis qui est commun quasiment à tout le monde. Sur ce châssis, soit avec des roues, soit avec des sortes de petites chenilles, eh bien, ils vont adapter les modules dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas systématiquement la caméra infrarouge et le système de guerre électronique qui coûte très cher, puisque dans cette zone-là, on va faire une opération de jour dans une zone qui n'est pas avec de la guerre électronique. Donc on va économiser 5, 10, 30 000 euros en mettant un système qui est plus basique. Et cette adaptabilité en fonction du terrain de chaque zone, qui remonte en fait de chaque brigade, qui exprime son besoin, ça permet d'avoir des modules qui sont les moins chers possibles en fonction des besoins qui sont exprimés sur chaque zone. Et quand on surspécifie en disant il faut qu'on fasse toujours du jour, de la nuit, des trucs avec de la NRBC, bah finalement ça veut dire que chacun de nos équipements coûte une fortune et qu'on peut s'en payer que quelques échantillons. La grosse tendance qu'on peut constater, c'est évidemment la coordination du low-tech, de la masse qui permet de produire énormément de quantité. C'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement être dans le high-tech, mais que pour des opérations très spécifiques, un drone terrestre qui va coûter à peine 20 000 euros avec la capacité d'évacuer un homme, par exemple, eh bien, on va l'adapter en ajoutant la technologie qui va être nécessaire pour cette mission en particulier. Donc cette modularité, mais en partant de systèmes qui sont très simples, très faciles à remplacer et très faciles à maintenir si c'était nécessaire, c'est quelque chose que j'ai pas l'impression de voir, encore une fois, parce que les modules les moins chers sur lesquels on est en train de partir coûtent déjà une fortune. J'ai un exemple qui m'est arrivé cet été. Des petits jouets qu'on achète, c'est-à-dire les jouets pour mettre notre enfant dedans à Noël, c'est-à-dire une capacité de transporter 30-40 kilos, et bien en fait ils ont mis des explosifs à l'intérieur et ils ont envoyé ça dans la tranchée en face. Est-ce qu'on aurait l'idée de faire une bombe, c'est de la robotique terrestre, à moins de 100 euros? Donc on ne se pose pas les bonnes questions quand on part systématiquement sur une surspécification.